La voix douce mais tremblante de Clara Moreau, 12 ans à peine, fendit le murmure feutré du hall doré de l'hôtel du Luxembourg à Paris, tel un coup d'archet sur une corde fragile. Les conversations cessèrent aussitôt. Des têtes se tournèrent. Des dizaines de regards curieux et incrédules se posèrent sur la fillette frêle qui venait d'oser troubler le silence solennel de la soirée de bienfaisance la plus prestigieuse de la capitale. Clara se tenait près de la porte du grand salon. Ses yeux clairs, agrandis par la lumière des lustres, fixaient un piano à queue Steinway étincelant sous les cristaux suspendus. Sa tenue, un pull trop grand, un pantalon délavé, jurait avec les robes haute couture et les smokings impeccables. Dans ses bras, elle serrait un vieux sac à dos élimé comme un bouclier contre les murmures des invités. Qui l'a laissé entrer? Siffla une femme à la coiffure argentée, agrippant plus fort sa coupe de champagne. Où est la sécurité? L'ironie emplissait l'air, la soirée était censée lever des fonds pour les enfants défavorisés. Mais face à une enfant bien réelle, la compassion laissait place à la gêne. Clara, elle, ne bougea pas. Elle n'avait ni invitation ni plan. Ce matin encore, elle errait entre les foyers d'accueil du quartier de Belleville, fuyant le bruit et la tristesse. C'est en entendant parler d'un gala pour « la jeunesse en détresse » qu'elle s'était sentie poussée à entrer. Une force inconnue, ou peut-être un souvenir. Une femme approcha, la démarche assurée, le sourire poli. Élise Marceau, la directrice de l'événement, quadragénaire élégante, portait son autorité comme un parfum. « Ma petite, dit-elle d'une voix mielleuse, tu n'as rien à faire ici. Il y a une boulangerie au coin de la rue, je suis sûr qu'ils te donneront quelque chose. »« Je veux jouer, » murmura Clara d'un ton à la fois timide et décidé. « Juste un morceau. En échange d'un repas. » Un rire parcourut la salle, étouffé derrière des éventails et des verres. « Elle croit savoir jouer, » ironisa un homme. « Ces gamins regardent 3 vidéos sur Internet et s'imaginent pianistes. »« C'est touchant, » ajouta une dame. « Mais voyons, elle ne connaît sûrement pas même la note Do. » Clara ne recula pas. Dans sa posture fragile vibrait une force tranquille, une confiance d'un autre âge. Quelque chose en elle dérangeait, cette flamme silencieuse qui ne demandait pas pitié, mais écoute. Au fond du salon, un homme leva la tête. Professeur Laurent Delmas, pianiste reconnu et membre du jury de plusieurs concours nationaux, observait la scène avec intérêt. Son regard se posa sur l'enfant, sur la manière dont ses yeux suivaient chaque reflet du piano, non comme un simple objet, mais comme une promesse. « Élise, » murmura-t-il, « peut-être devrions-nous lui donner sa chance. Après tout, cette soirée prétend soutenir les jeunes talents, n'est-ce pas ?» Élise éclata d'un rire sec. « Laurent, voyons. Regarde-la. Elle n'a jamais touché un clavier autrement qu'en rêve. Sois sérieux. » Mais le professeur sentit quelque chose. 30 ans d'expérience lui avaient appris à reconnaître ce frisson particulier, le pressentiment du vrai talent. « Très bien, » dit Élise avec un sourire glacial. « Si elle veut jouer, qu'elle joue. Mais selon nos règles. » Le public se pencha, avide de spectacle. « Un seul morceau, » déclara-t-elle théâtralement. « Et nous choisissons lequel. Si tu réussis, tu auras un dîner complet. Si tu échoues, tu quittes cette salle immédiatement. D'accord ?» Clara hocha simplement la tête. Un pianiste d'hôtel, Goguenard, proposa. Pour Élise, de Beethoven. C'est parfait, tout le monde la connaît, mais personne ne la joue bien sans vraie formation. Le choix fut accueilli par quelques rires. Une piège polie venait d'être tendue. Clara avança lentement vers le piano. Chaque pas résonnait dans le silence doré comme un battement de cœur. Certains invités détournèrent le regard, gênés. Elle s'assit, ajusta le tabouret, posa les mains avec une précision surprenante. Delmas sentit un frisson courir le long de son bras. « Ce n'est pas un geste d'amatrice, » murmura-t-il. « C'est une pianiste. » Les autres ricanèrent. Clara ferma les yeux. Et à cet instant, dans le tumulte suspendu, elle entendit la voix de sa grand-mère Madeleine, qui lui disait « Quand le monde veut te faire taire, laisse la musique parler. » Elle posa les doigts sur les touches. La première note retentit, pure, cristalline. Et la salle entière retint son souffle. Le son s'éleva, d'abord timide, puis sûr, clair comme un rayon de lune glissant sur la porcelaine. La première phrase de Pour Élise résonna, si fragile qu'on crut qu'elle allait se briser, mais elle ne se brisa pas. Elle grandit, se déploya, emplissant le salon d'une chaleur insoupçonnée. Les convives, figés, ne savaient plus s'ils devaient respirer. Leurs rires moururent dans leur gorge. Ce qu'ils entendaient n'avait rien à voir avec le hasard. Ce n'était pas un enfant qui s'amusait à frapper des touches, c'était une âme qui se confessait. Le professeur Delmas, penché vers l'avant, sentit son cœur battre plus vite. Chaque note portait le poids d'une émotion qu'on n'enseigne pas. La technique était impeccable, mais ce n'était pas cela qui bouleversait. C'était la vérité dans sa manière de jouer. Élise Marceau, elle, blêmit. Ce n'était pas la farce qu'elle avait imaginée. Le murmure approbateur des premiers rangs l'irrita profondément. Clara continuait. Ses doigts, maigres mais agiles, dansaient sur le clavier avec une élégance qui trahissait des années d'écoute silencieuse.
Les touches vibraient sous ses paumes comme si le piano reconnaissait en elle une alliée. Chaque silence entre les phrases devenait une respiration, un soupir, une confidence. Le temps s'arrêta. Le valet de service cessa de verser le vin. Une femme au collier de perles sentit ses yeux se troubler. Même les lustres semblaient s'incliner, attentifs. Delma murmura. C'est impossible. Aucun professeur n'a pu lui enseigner cela. Mais il avait tort, quelqu'un l'avait fait. Dans un petit appartement du 11e arrondissement, entre des murs humides et des piles de partitions jaunies, Clara avait appris à jouer. Sa grand-mère, Madeleine Moreau, ancienne pianiste jamais reconnue par les académies, lui avait transmis son art. Madeleine répétait souvent. La musique n'a pas besoin de diplôme. Elle demande seulement ton cœur et ta vérité. Quand la vieille femme mourut, Clara resta seule. Les foyers, les institutions, la faim, tout cela devint son quotidien. Mais la musique ne l'avait jamais quittée. Dans le froid, elle dessinait des claviers imaginaires sur ses genoux. Chaque nuit, elle jouait sans instrument, pour ne pas perdre le souvenir des sons. Et maintenant, tout ce qu'elle avait gardé enfoui trouvait enfin sa voix. La mélodie se transforma. Les arpèges déferlaient comme une pluie de cristal. Chaque passage technique, les trilles, les modulations, se déroulaient avec une exactitude déconcertante. Ce n'était pas un exercice, c'était une prière. Les invités, autrefois moqueurs, semblaient désormais petits, presque honteux. Un vieil homme dans le fond murmura. C'est la première fois depuis 30 ans que j'entends pour Élise ainsi. Élise Marceau, blême, triturait nerveusement sa bague. Elle cherchait une faille, un faux pas, un prétexte. Mais il n'y en avait pas. Clara ne voyait plus rien, ni les regards, ni les murs, ni les dorures. Elle voyait un petit salon éclairé par une lampe de chevet, une tasse de tisane, des doigts ridés qui guidaient les siens sur le clavier. Joue avec ton âme, pas avec tes peurs, ma petite. À la dernière variation, Clara s'abandonna. Le tempo s'accéléra, la tension monta, chaque note sembla creuser un sillon d'émotion dans le silence. Puis, tout s'apaisa. La dernière note flotta un instant, suspendue dans l'air, avant de mourir doucement, comme un souffle. Et le silence revint. Un silence épais, vibrant, plus fort que toutes les musiques du monde. Personne ne bougea. Puis Delma se leva. Il applaudit. Une fois, 2 fois. Le son résonna, isolé, comme une déflagration. Une seconde plus tard, tout le salon se leva à son tour. Des mains se joignirent, des visages s'illuminèrent, des yeux se mouillèrent. Clara, immobile sur le tabouret, ne comprenait pas tout. Mais elle savait une chose, elle avait parlé le seul langage qu'on ne pouvait lui refuser. Élise, blême, murmura. Ce n'est pas possible. Delma s'approcha du piano, le regard plein de respect. Mademoiselle, puis-je savoir, où avez-vous appris à jouer ainsi? Clara leva doucement les yeux vers lui. Chez moi. Avec ma grand-mère. Avant qu'elle parte. Elle disait que la musique est le seul trésor que personne ne peut voler. Delma sentit un frisson le traverser. Votre nom complet? Clara Moreau. Le professeur pâlit à son tour. Moreau? Madeleine Moreau? C'était votre grand-mère? Clara hocha la tête. Un murmure d'étonnement parcourut la salle. Delma se tourna vers Élise, la voix vibrante d'émotion. Madeleine Moreau était une légende oubliée. Une virtuose refusée par les conservatoires parce qu'elle venait d'un milieu pauvre. C'est grâce à des femmes comme elle que j'ai voulu enseigner. Le choc parcourut l'assistance. Les visages, une heure plus tôt méprisants, se teintèrent de honte. Et Clara, elle, resta droite, calme, le regard ancré dans le piano. Vous voyez, dit-elle simplement, la musique ne connaît pas les classes. Elle ne connaît que la vérité. Le silence retomba. Puis, lentement, le monde changea autour d'elle. Un frisson parcourut le salon doré. Les invités, toujours debout, semblaient pris entre admiration et inconfort. L'évidence flottait dans l'air, ils venaient d'assister à quelque chose de rare, d'authentique, à un instant où la beauté mettait leur certitude à nu. Élise Marceau tenta de se ressaisir. Elle remit son sourire mondain, ce masque qu'elle maîtrisait si bien, et lança d'un ton faussement léger. Très émouvant, ma chère. Vraiment. Mais cela ne change rien. Cette jeune fille a pénétré illégalement dans une soirée privée. Sa voix, pourtant assurée d'habitude, tremblait à peine. Le professeur Delma se redressa. Élise, il est peut-être temps de revoir ta notion de « privé ». Ce soir, tu célébrais les enfants défavorisés. Et la seule enfant présente t'a offert la plus belle leçon de la soirée. Un murmure d'approbation s'éleva. Des applaudissements timides reprirent, spontanés. Élise recula d'un pas, déstabilisée. Son pouvoir glissait entre ses doigts vernis. Clara, elle, restait immobile. Ses mains, posées sur ses genoux, tremblaient légèrement. Elle n'avait pas faim. Elle n'avait plus peur. Il y avait dans son regard quelque chose de nouveau, une conscience calme, comme si elle venait d'ouvrir une porte intérieure. « Je ne voulais pas troubler votre fête, dit-elle doucement. Je voulais seulement jouer. Pour manger, oui. Mais surtout, pour qu'on m'écoute. » Une femme du premier rang s'essuya les yeux. «
Tu as réussi, murmura-t-elle. Delma s'approcha encore, la voix pleine de respect. Clara, ta grand-mère aurait été fière de toi. À ces mots, un sourire effleura les lèvres de la fillette. Je crois qu'elle était là, répondit-elle simplement. L'instant aurait pu s'achever ainsi, dans cette paix suspendue. Mais Élise, sentant la tension lui échapper, claqua des doigts. Assez, siffla-t-elle. Tout cela devient ridicule. Cet enfant nous manipule avec ses larmes et son piano. Des têtes se tournèrent vers elle, surprises par la dureté de son ton. Vous avez tous été pris au piège de la sensiblerie, continua-t-elle, la voix plus forte. Mais la vérité, c'est qu'elle n'a rien à faire ici. Clara la fixa calmement. Peut-être que vous avez raison, madame. Je n'appartiens pas à ce monde. Mais la musique, elle, appartient à tout le monde. Même à ceux qu'on ne regarde pas. Ces mots frappèrent le public comme une gifle invisible. Un silence pesant retomba. Delma, bouleversée, fit un pas vers l'enfant. Dis-moi, Clara, as-tu déjà joué sur scène? Non, monsieur. Seulement dans ma tête. Il sentit ses yeux se mouiller. Eh bien, ce soir, tu viens de conquérir la plus exigeante des scènes. Quelques rires émus éclatèrent, vite étouffés par l'émotion générale. Mais soudain, une voix, dans le fond de la salle, lança. Ce n'est pas qu'une gamine de talent, n'est-ce pas? Vous la connaissez? Delma hésita, puis répondit. Oui. Ou plutôt, je connais son héritage. Sa grand-mère, Madeleine Moreau, a formé des générations de musiciens, dont moi. Un souffle parcourut l'assistance. Des souvenirs revinrent. Certains avaient entendu parler de cette femme, de ses cours dans un petit deux pièces, de ses élèves devenus professeurs ou concertistes. Élise, qui voyait son autorité se fissurer, s'accrocha à un dernier espoir. Très bien, assez. Il est tard, et nous avons un programme à respecter. Mais au moment où elle fit signe au pianiste suivant d'approcher, Clara se leva. Attendez. Le ton était calme, mais chaque syllabe vibrait d'une assurance nouvelle. Tous les regards revinrent vers elle. Vous vouliez un spectacle, n'est-ce pas? Eh bien, vous l'aurez. Elle ouvrit son sac à dos, en sortit un petit micro sans fil et un boîtier noir. Des murmures parcoururent la salle. Élise fronça les sourcils. Qu'est-ce que c'est que ça? Une caméra, répondit Clara. Une caméra discrète. La stupeur figea tout le monde. Vous filmez? Bredouilla Élise, livide. Clara hocha la tête. Oui. Tout ce qui s'est passé ce soir a été enregistré. Un silence de plomb s'abattit. Même Delma resta bouche bée. C'est pour un projet documentaire, continua la fillette d'une voix ferme. Il s'appelle Les visages du préjugé. Nous voulions montrer comment la société réagit face à un talent inattendu. L'effet fut immédiat. Des murmures d'indignation éclatèrent, des invités se levèrent, paniqués. Vous n'aviez pas le droit, cria Élise. C'est une violation de la vie privée. Clara la regarda droit dans les yeux. C'est une soirée publique. Et chaque invité a signé, sans lire, une autorisation de tournage. C'est écrit au dos des cartons d'invitation. Une femme les sortit de son sac et lut à voix haute la mention légale. La salle se figea. Élise blêmit. Delma, lui, esquissa un sourire discret. Tu es bien plus maligne qu'il ne l'imagine, murmura-t-il. Et déjà, dans la foule, certains comprenaient que ce soir marquait la fin d'un monde de faux-semblants. Le tumulte monta d'un coup, comme une vague dans un théâtre qui perd son souffle. Des invités se regardaient, pâles, cherchant désespérément une sortie honorable à cette humiliation publique. Les murmures s'entrechoquaient. C'est une blague? Ils vont vraiment diffuser ça? Mon Dieu, on va passer pour des monstres. Élise Marceau, le teint livide, fit un pas vers Clara, la voix tremblante mais toujours autoritaire. Petite insolente, tu ne comprends pas ce que tu fais. Ce que tu as filmé doit être supprimé immédiatement, sinon? Sinon quoi? Coupa calmement Clara. Vous allez appeler la police? Parfait. Je leur expliquerai que j'ai simplement enregistré un événement public sur la condition des enfants pauvres, pour une émission du Service national de la culture. Un murmure de stupéfaction parcourut la salle. Clara continua. Le reportage sera diffusé le mois prochain sur France Télévisions. Et sur mon chaîne YouTube, Les Notes du Cœur, il sera divisé en plusieurs épisodes. Le premier s'appelle Le Gala du Silence. Les mots frappèrent comme des marteaux. Les invités, pétrifiés, savaient que leur gêne, leur arrogance, leur moquerie, tout serait exposé. Delma, lui, ne pouvait s'empêcher de sourire. Il vit dans cette fillette la révolte qu'il n'avait jamais osé incarner, celle de la vérité face au vernis. Clara, murmura-t-il, tu viens de faire plus pour la musique et la justice sociale que 1000 galas comme celui-ci. Mais Élise chancela. Tu me détruis, murmura-t-elle, la voix à peine audible. Tu comprends? Ma carrière, ma réputation, tout ce que j'ai construit. Clara la regarda, non pas avec cruauté, mais avec une étrange compassion. Ce n'est pas moi qui vous détruis, madame. Ce sont vos propres choix. Les caméras miniatures, fixées au coin de la salle, clignotaient encore.
2 jeunes techniciens, jusqu'alors invisibles, s'avancèrent pour confirmer la prise de vue. Le silence qui suivit fut assourdissant. Élise recula, vacillante. Elle tenta de se défendre, de sauver ce qu'il restait de son image. « Vous croyez vraiment que les gens vont applaudir une enfant qui trahit la confiance des autres ?» Clara répondit doucement. « Je crois que les gens applaudiront une enfant qui refuse d'être ignorée. » Delma posa une main bienveillante sur l'épaule de la fillette. « Tu as montré au monde que la musique ne nourrit pas seulement le ventre, mais aussi la conscience. » À ces mots, des applaudissements éclatèrent de nouveau, cette fois plus sincères, plus libres. Ce n'était plus le public snob du début, mais des êtres humains touchés. Certains se levèrent pour s'excuser, d'autres détournèrent les yeux, incapables d'affronter la honte. Une journaliste, jusque-là discrète, s'approcha avec un micro. « Clara, puis-je te poser une question ? Pourquoi avoir choisi cette manière, si radicale ?» Clara inspira profondément. « Parce que si j'étais entrée ici avec une robe propre et un piano à moi, personne ne m'aurait ignoré. Mais si j'entre pauvre et affamé, on me chasse. Alors j'ai voulu que le monde voie cette différence. » Des applaudissements retentirent, sincères et émus. Delma ferma les yeux un instant. Il comprenait. Ce n'était pas un coup de provocation, c'était un acte d'art total, un manifeste d'humanité. Quelques invités quittèrent la salle, incapables de supporter leur propre reflet. D'autres, au contraire, s'approchèrent de Clara avec respect. Une vieille dame lui tendit discrètement une carte de visite. « Je dirige une école de musique à Lyon. Si jamais tu veux venir y jouer, tu y seras toujours la bienvenue. » Clara sourit, humblement. « Merci, madame. Mais j'ai déjà un concert prévu. » « Un concert ?» répéta Élise, presque incrédule. « Oui. Dans 3 semaines. Au théâtre du Châtelet. Mon premier récital solo. » Un choc parcourut la salle. « C'est impossible, » souffla Élise. Delma confirma d'un signe de tête, le regard brillant. « C'est la vérité. Elle vient d'être acceptée au Conservatoire national supérieur de musique de Paris. La plus jeune élève depuis 40 ans. » Les applaudissements éclatèrent à nouveau, plus fort encore. L'émotion monta comme une marée. Clara, cette petite fille aux habits usés, venait d'ébranler tout un monde de préjugés. Élise, elle, resta immobile. Son empire mondain s'effritait devant ses yeux. Ce qu'elle croyait contrôler, la réputation, les apparences, la hiérarchie, s'était effondré en quelques minutes. Clara fit un pas vers elle. « Vous vouliez m'offrir un dîner si je jouais dignement. Gardez-le. Offrez-le à un autre enfant. Un qui n'a pas encore trouvé sa voie. » Élise sentit ses jambes céder. Elle s'assit, muette, écrasée par une vérité trop simple, elle avait été démasquée. Le professeur Delma prit la parole d'une voix grave. « Ce soir, mesdames et messieurs, une leçon a été donnée. Et elle ne venait pas d'un maître, mais d'une élève. » Le public applaudit encore. Et Clara, debout au centre de cette mer humaine, savait qu'elle venait de changer quelque chose, pas seulement dans cette salle, mais dans les cœurs. Quelques semaines plus tard, Paris baignait dans une lumière printanière. Les cerisiers du jardin du Luxembourg étaient en fleurs, et devant le théâtre du Châtelet, une file immense serpentait jusque sur la place. Des journalistes, des caméras, des passants curieux, tout le monde voulait voir Clara Moreau, la fille du piano. Les affiches placardées sur les murs portaient son nom en lettres sobres. Clara Moreau, récital pour la vérité. Œuvre de Beethoven, Chopin et Moreau. Car oui, Clara avait ajouté à son programme une courte composition de sa grand-mère Madeleine, retrouvée dans un vieux carnet, souvenir d'un soir de pluie. Le professeur Delma l'attendait en coulisses, vêtu d'un costume sombre. Ses yeux pétillaient de fierté. « Prête ?» demanda-t-il doucement. Clara hocha la tête, serrant contre elle la broche que sa grand-mère lui avait laissée. « J'ai un peu peur, » murmura-t-elle. « C'est normal. La peur, c'est la sœur du courage. Elle ne doit pas te freiner, mais te rappeler que ce que tu fais a du sens. » Clara esquissa un sourire. Elle me disait la même chose. Ne joue pas pour impressionner. Joue pour dire la vérité. Le rideau se leva. Un tonnerre d'applaudissements l'accueillit. Devant elle, un océan de visages. Des jeunes, des familles, des professeurs, mais aussi des visages qu'elle ne s'attendait pas à voir, certains anciens invités du gala, venus cette fois sans masque. Elle prit place. Ses doigts effleurèrent le clavier. Puis, dans un silence parfait, la première note s'éleva. C'était Élise encore, mais différente. Pas celle d'un défi, ni d'une revanche. C'était un hommage. Chaque mesure semblait dialoguer avec le souvenir de sa grand-mère. La salle écoutait, recueillie. Certains fermaient les yeux, d'autres se tenaient la main. Quand le dernier accord s'éteignit, il y eut quelques secondes de silence absolu, avant que les applaudissements n'explosent, puissants, sincères, libérateurs. Clara se leva, salua doucement, les yeux brillants. Elle avait joué pour tous ceux qu'on avait d'un jour fait taire. Le lendemain, les journaux titraient. La vérité au bout des doigts, la jeune prodige qui a fait trembler l'hypocrisie parisienne. Le documentaire Les visages du préjugé, diffusé sur France Télévisions,
avait entre-temps dépassé toutes les attentes. En quelques jours, il devint viral. Plus de 15 millions de vues sur YouTube, des débats à la radio, des plateaux télé, des enseignants qui l'utilisaient en classe pour parler d'égalité et d'art. Les images du gala, la condescendance des invités, la sincérité de Clara, tout avait bouleversé la France. Sous la pression publique, l'Hôtel du Luxembourg lança un programme de bourse musicale pour les enfants défavorisés, avec Clara comme ambassadrice officielle. Le professeur Delma reçut des centaines de lettres d'élèves et de musiciens. Des conservatoires révisèrent leurs critères d'admission. Une petite révolution douce était en marche. Et pendant ce temps, Élise Marceau, recluse dans son appartement, regardait le reportage à la télévision. Elle ne supportait pas de voir son visage glacial, ses phrases méprisantes rejouées devant tout le pays. Les journaux titraient désormais. Une organisatrice déchue, l'élite parisienne face à sa propre hypocrisie. Son agence de communication perdit ses clients les uns après les autres. Les invitations cessèrent. Les sourires mondains s'évaporèrent. Elle finit par accepter un emploi d'assistante dans une petite entreprise d'événements de province. Un soir, en rangeant de vieux dossiers, elle tomba sur une photo, elle-même, aux côtés de sa mère, ancienne professeure de piano. Les mots de Clara lui revinrent. La musique appartient à tout le monde. Pour la première fois, elle pleura sans retenue. Pendant ce temps, la vie de Clara avait changé, mais pas son cœur. Elle continuait de vivre modestement, refusant les extravagances. Elle disait à la presse. La musique n'est pas une arme pour humilier, mais une lumière pour révéler. À chaque concert, elle réservait toujours une place au premier rang pour quelqu'un qui en a besoin. Parfois un enfant de foyer, parfois un sans-abri, parfois une jeune fille timide qui rêvait d'apprendre. Les journalistes la comparaient à Mozart, à Argerich, à Clara Schumann. Mais elle répondait toujours. Je ne suis pas un prodige. Je suis juste la voix de ma grand-mère. Et pourtant, ce n'était pas la fin. Un an plus tard, quelque chose d'encore plus grand l'attendait, une invitation venue de Berlin, pour jouer avec l'orchestre philharmonique, devant un public international. À 13 ans à peine. La France entière la suivait. Et parmi les spectateurs, discrète dans un coin de la salle, une femme aux cheveux tirés en chignon observait en silence. Élise Marceau. Les premières notes retentirent. Et tandis que la musique emplissait la philharmonie, Élise ferma les yeux, une larme roulant sur sa joue. Elle comprit enfin. Berlin, un an plus tard. La neige tombait en flocons légers sur les toits de verre de la philharmonie de Berlin. À l'intérieur, la salle vibrait d'une tension douce, celle des grands soirs. Chaque siège était occupé. Les projecteurs caressaient le piano noir, solitaire sur la scène, prêt à recevoir des mains qui savaient transformer la douleur en beauté. Dans les coulisses, Clara Moreau, maintenant âgée de 13 ans, ajustait calmement le ruban dans ses cheveux. Autour d'elle, l'équipe de l'orchestre philharmonique chuchotait avec une sorte de respect silencieux. Même les musiciens chevronnés, habitués aux plus grands solistes, semblaient impressionnés par ce petit être au regard clair et tranquille. Le professeur Laurent Delma, devenu son mentor et ami, posa une main sur son épaule. « Souviens-toi, Clara, la technique, tu la maîtrises. Ce soir, joue pour celle qui t'a appris à écouter ton cœur. » Clara hocha la tête. « Pour Madeleine, murmura-t-elle. Et pour tout ce qu'on a laissé derrière. » Le rideau s'ouvrit. Un souffle parcourut la salle, puis un silence presque sacré s'installa. Clara s'avança, minuscule silhouette dans l'immensité dorée. Les applaudissements éclatèrent avant même qu'elle ait touché une note. Mais elle resta droite, humble, le regard fixé sur les touches d'ivoire. Et lorsqu'elle posa enfin les doigts sur le clavier, la musique prit vie. Ce n'était plus Fur-Élise cette fois, ni même une œuvre de sa grand-mère. C'était sa propre composition, Voix du silence, un morceau qu'elle avait écrit pour raconter tout ce chemin, la faim, la honte, la lumière retrouvée. Les premières notes flottaient, claires comme l'eau d'une source. Puis vinrent les ombres des accords mineurs, hésitants, pleins de douleur. Peu à peu, la mélodie s'éleva, se transforma, se déploya dans un crescendo lumineux. On aurait dit une prière qui se battait pour atteindre le ciel. Dans le public, certains fermaient les yeux, d'autres pleuraient ouvertement. Une femme au manteau gris, Élise Marceau, serrait son sac contre elle, incapable de détourner le regard. Cette musique, elle le sentait, lui était adressée. Pas pour la punir. Pour la libérer. Delma, debout dans l'ombre des coulisses, sentit une larme rouler sur sa joue. Il murmura pour lui-même. Elle ne joue plus seulement le piano, elle parle à l'humanité. Clara continua. Chaque note semblait effacer une injustice, recoudre une blessure, rallumer une espérance. Quand le dernier accord retentit, le silence dura longtemps, comme suspendu entre deux battements de cœur. Puis la salle entière se leva. Les applaudissements éclatèrent, d'abord puissants, puis frénétiques. Certains jetaient des fleurs, d'autres criaient son nom. Clara se leva, salua simplement, et souffla. « Merci. » Dans la foule, Élise se leva à son tour. Elle applaudit, d'abord timidement, puis avec ferveur.
Quand Clara quitta la scène, leurs regards se croisèrent. Un long instant, silencieux, chargé de tout ce que les mots ne pouvaient pas réparer. Élise porta une main à son cœur. Clara esquissa un sourire doux, presque fraternel. Aucune rancune. Seulement la paix. Quelques mois plus tard, Clara fut invitée à l'Élysée pour recevoir la médaille de la jeunesse et des arts. Elle avait refusé de porter une robe de créateur, préférant celle que sa grand-mère avait cousue des années plus tôt. Devant les caméras, elle déclara simplement. La musique ne connaît ni richesse, ni frontières. Elle est la preuve que ce qui vient du cœur atteint toujours le cœur. Ces mots furent repris dans les écoles, dans les journaux, sur les réseaux. Des fondations de musique pour enfants démunis virent le jour dans plusieurs villes, Marseille, Lille, Toulouse. Des pianistes renommés offrirent des bourses à son nom. Mais Clara, fidèle à elle-même, continua d'habiter dans un petit appartement du 11e arrondissement, près du canal Saint-Martin. Chaque matin, avant de partir au conservatoire, elle déposait une fleur blanche sur le vieux piano de sa grand-mère. Un soir, en rentrant après un concert à Lyon, elle alluma son ordinateur et regarda un message laissé sur sa chaîne YouTube. C'était signé « Élise M ». Le message disait simplement « Merci de m'avoir appris que l'art n'exclut personne. J'ai recommencé à jouer. » Clara resta longtemps immobile, les larmes aux yeux. Puis elle sourit. Elle s'assit à son piano, ferma les yeux, et laissa ses doigts retrouver la lumière. Dans l'appartement, la musique s'éleva, douce et libre. Ce n'était plus une prière de survie. C'était une célébration. Une promesse tenue à une grand-mère, à une ville, à un monde entier. Que la vérité et la beauté triomphent toujours du mépris. Et dans le dernier accord suspendu, on aurait juré entendre la voix de Madeleine murmurer. « Tu vois, ma petite, tu ne joues plus pour manger. Tu joues pour changer le monde. »